Avant de commencer, sachez que cet épisode ne se veut ni pro ni anti-SpaceX ou Starship. L'objectif de ce dossier sera de mettre en évidence certains défauts du Starship, d'un point de vue commercial comme technique, certains avantages et aussi jeter un œil sur la concurrence et certaines avancées capitales qui pourraient bien faire un peu d'ombre au Starship. Car croyez-moi, il y en a. Mais faire le point sur tout ça est aussi un sujet complexe et il va falloir également se pencher sur les différentes stratégies commerciales. Le tout, bien sûr, avec des fusées géantes qui explosent. Sur ce, je vous propose de commencer par les bases. Laissez-moi vous présenter le couple Starship Super Heavy. D'une hauteur totale de 120 mètres, 50 pour Starship et 70 pour son premier étage, Super Heavy, et d'un diamètre de 9 mètres, il est le futur lanceur lourd de SpaceX. Et mine de rien, c'est que SpaceX en a de l'ambition pour le Starship. À l'unissage via le programme Artemis, lancement de satellites, télescopes spatiaux, voyages interplanétaires, ravitaillement de l'ISS. Mais pour accéder à ce genre d'ambition, SpaceX doit aussi, et surtout, accéder à une relative stabilité financière. Si la situation financière de SpaceX n'est pas le sujet principal de cet épisode, il reste néanmoins un point relativement important à noter. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce point, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours dans le dernier point Starship, mais cette situation est justement relativement tendue pour le moment. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode, sachez juste que le problème vient notamment de la production des moteurs Raptor qui est un véritable casse-tête. Entre leur relative complexité et le besoin de les fabriquer à la chaîne, et malgré une version 2 un peu plus simple, dont le développement semble lui aussi compliqué, Elon Musk déclarait récemment que la situation était critique pour la compagnie. Mais justement, cette situation met aussi en avant une relative, et j'insiste sur relative, fragilité financière de la compagnie. Celle-ci semble en effet vouloir compter sur la seconde génération des satellites Starlink, la constellation d'Internet par satellite de SpaceX, pour faire suffisamment de bénéfices. Or, justement, comme je le disais dans le dernier point Starship, leurs lanceurs actuels, la Falcon 9 et Heavy, sont incapables de lancer cette nouvelle génération qui est trop lourde. Seul le Starship pourra remplir cette tâche. Le potentiel risque de faillite évoqué par Elon Musk, si Starship ne décolle pas suffisamment l'année prochaine, met en avant à la fois le coût du programme Starship, mais aussi, et surtout, une situation financière relativement instable. Et justement, cela m'amène au premier point. La situation actuelle montre que ce qui fait la force de SpaceX est aussi probablement une faiblesse. Vous le savez peut-être, mais SpaceX a toujours été adepte de la stratégie avancer vite, faire beaucoup d'erreurs pour apprendre efficacement. Alors soyons clairs, cette stratégie est bonne, admirable, et a semble-t-il toujours réussi à l'entreprise. Mais il va être temps de faire une petite digression. En 2021, SpaceX a lancé 15 Falcon 9 dédiés à Starlink pour 28 vols en tout. Chacune de ces Falcon 9 comptait environ 60 satellites Starlink. Un lancement de Falcon 9 coûte environ 28 millions, ce prix incluant l'opération des barges, le second étage, etc. On atteint ainsi un coût de près de 420 millions de dollars en lancement et 911 si on compte les 32 lancements de Starlink déjà effectués, sans compter celui qui arrive ce 17 décembre. Mais justement, ces lancements étaient-ils une bonne idée et à quel point Starlink est-il rentable ? Répondre à cette question est encore un point assez compliqué. Pour ça, il va encore falloir se pencher sur quelques chiffres.
Avec un abonnement à 99 $ par mois et avec un total de 140 000 utilisateurs en novembre 2021, Starlink engrange 13 800 000 $ par mois. Il faut ajouter à ça les 750 000 précommandes dont il serait question, qui rajoutent encore 74,2 millions de revenus total. En ajoutant, enfin, les coûts des grappes de Starlink, on commence tout doucement à réaliser que dans l'état actuel des choses, la constellation coûte cher. Actuellement, il y a déjà près de 1700 satellites en orbite, là où la seconde génération devrait en compter au final 30 000. Leur rentabilité actuelle semble donc assez moyenne. Si on ajoute à ça les coûts des employés, de la fabrication des satellites et j'en passe, j'en reviens ici à mon point d'il y a quelques instants. Avancez vite pour faire des erreurs tôt et apprendre d'elles. Cette stratégie est bonne, mais dans l'état actuel des choses, avec une constellation au nombre d'utilisateurs encore limité par ces satellites, il est aussi légitime de se demander si le choix de lancer une première génération était le meilleur, ou si plus développé en interne n'aurait pas coûté moins cher à l'entreprise. Cette réflexion est évidemment bonne pour le Starship aussi. Avec un coût d'approximativement 200 millions de $ pour le Starship SN8, prix qui a fatalement dû exploser avec l'évolution des moteurs et de la complexité générale des prototypes, le tout pour un programme qui a déjà coûté une poignée de milliards de $, les estimations tournant souvent autour de 5, il est aussi intéressant de réfléchir à la question. Mais à côté de ça, il ne faut pas non plus oublier que SpaceX engrange de larges bénéfices, et ce notamment avec leur contrat avec la NASA autour de la capsule Dragon pour les missions habitées comme de ravitaillement vers l'ISS. De plus, de futurs contrats comme le HLS pour le Starship lunaire devraient aussi permettre à la compagnie un bon retour sur investissement. Enfin, si tout se passe bien, les prochaines années devraient permettre à SpaceX d'engranger de gros bénéfices avec la nouvelle génération de Starlink, au point de dépasser largement leurs activités secondaires, comme les lancements spatiaux. Il est important de dire ceci, car il faut aussi bien noter que SpaceX ne dépendra pas que, ou peu, du succès commercial du Starship. Et justement, parlons-en un peu de son succès commercial. Comme vous le savez probablement, on peut espérer que le Starship soit capable de mettre entre 100 et 150 tonnes en orbite basse, c'est-à-dire à moins de 2000 km d'altitude. Même si ces chiffres sont, peut-être, un tout petit peu trop optimistes, surtout pour les 150 tonnes, le chiffre final ne devrait pas non plus en être bien loin. Le problème, c'est que pour la future décennie, près de 80% des satellites ne devraient pas dépasser les 8 à 15 tonnes. Et c'est de ce côté-là qu'il y a un point qui sera crucial, le prix par lancement du Starship. Actuellement, le chiffre avancé est de 2 millions de $ par lancement. Mais, c'est triste à dire, mais malgré la grande ouverture de SpaceX, beaucoup de chiffres restent des estimations, souvent un peu trop optimistes. Entre le coût d'opération des plateformes de récupération en mer, comme Phobos et Deimos, du carburant, des installations au sol, et enfin de l'entretien, même minime, des véhicules et des infrastructures, tout dépendra de combien de vols SpaceX voudra disposer pour rentabiliser son Starship. Là encore, il faudra prendre en compte la durée de vie des moteurs, leur fiabilité sur le long terme, et au final, les entretiens auxquels la compagnie n'échappera pas, tous ces points ayant bien sûr, eux aussi, un grand impact sur le prix final d'un vol. Et justement, le prix par lancement sera probablement bien plus élevé que 2 millions et le rapprochera probablement de la concurrence. Et ça aussi, il va falloir en parler.
Car, comme je le disais, malgré sa capacité d'emport élevée, le marché des satellites se dirige, au contraire, vers des satellites de plus en plus légers. À ce titre, des lanceurs comme le futur Neutron de Rocket Lab, par exemple, pourraient être des concurrents sérieux sur une part non négligeable du marché des lancements. Avec un lanceur se passant de plateforme de récupération, bien plus léger que ce qui a déjà été fait, et avec une coiffe fixe s'ouvrant simplement, Rocket Lab a démontré qu'il était possible d'encore plus simplifier, même par rapport au Starship ou au Falcon 9. Simplifier les moteurs, quitte à perdre de l'efficacité, simplifier la structure, changer complètement la forme globale pour minimiser l'échauffement de la réentrée. Alors je sais, les échelles sont totalement incomparables, Neutron s'attaquant plus à la Falcon 9 qu'au Starship, mais la comparaison vaut quand même la peine d'être faite. Mais ici encore, je vais me permettre une petite digression. Pour construire Neutron, Rocket Lab compte utiliser des fibres de carbone. Ce carbone même que SpaceX avait laissé tomber en raison de son coût de fabrication trop élevé. La principale difficulté était en effet son moulage, qui se fait généralement en imprimant quelques millimètres par minute. Les nouvelles technologies développées par Rocket Lab permettront, elles, de mesurer cette impression en mètres par minute. Tout ceci permet alors de créer un lanceur bien plus léger, extrêmement plus léger. L'acier fait environ 45 kg pour une plaque d'1 mètre carré épaisse de 6 mm, là où le carbone permet de viser les 9,3 kg. Alors certes, Neutron n'est pas un concurrent direct du Starship. Avec un coût de lancement de 7,5 millions pour une charge utile de 8 tonnes en réutilisant le véhicule et 22 pour la Falcon 9, on est loin des 100 tonnes du Starship qui permet d'embarquer plusieurs satellites. Ainsi, en lançant plusieurs satellites, les coûts sont encore réduits puisqu'ils sont partagés. Notons toutefois qu'aucun lanceur à ce jour ne permet d'embarquer 2 gros satellites, et j'insiste sur gros, à part l'européenne Ariane 5 et bientôt 6. Le problème de cette méthode est qu'elle oblige les 2 satellites à avoir une orbite semblable. Ou alors, le dernier étage qui propulse les satellites doit manœuvrer entre les différentes orbites et ainsi dépenser plus de carburant, et embarquer moins de satellites ou perdre en efficacité. Alors, entendons-nous bien, je ne cherche pas à démontrer que le Starship sera un échec ou est un mauvais calcul. Mais il ne faut pas, non plus, l'idéaliser et le voir comme le roi des lanceurs. C'en sera un bon, certainement, révolutionnaire et jamais vu, aussi, mais pas non plus un lanceur au-dessus de toute concurrence. Pour peu qu'une compagnie comme Rocket Lab décide, dans quelques années, de se lancer dans un véhicule de taille similaire, l'évolution des techniques de fabrication et de production peuvent donner du fil à retordre à SpaceX. En quelques mots, le Starship sera un bon lanceur, et il va, très probablement, avoir un impact sur différents marchés, que ce soit l'orbite basse, les smallsats, les constellations, les satellites GPS et de surveillance en orbite géostationnaire, et peut-être même en orbite lunaire. Mais il ne faut encore une fois pas non plus l'idéaliser. La concurrence existe, continuera d'exister, et ne s'effacera pas au décollage du Starship. Et même si les chiffres les plus optimistes sont vrais, tôt ou tard, un concurrent arrivera, ce qui est assez bien illustré par les avancées technologiques d'un lanceur comme Neutron. Mais ça, c'est un autre sujet. En attendant, c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi à 19 h pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.